Bienvenue à Nuit criminelle. Ce soir, dans les ruines silencieuses d'une boulangerie de village, l'odeur du pain cache l'odeur de la mort. Miss Marple. Écoute où d'autres n'entendent que le silence. Versez. Vous quelque chose de chaud et laissez le mystère commencer. Les bougies sur les marches du cœur n'étaient pas censées brûler aussi longtemps. Leur cire s'était accumulée en petites flaques blanches sur la pierre, scintillant faiblement, alors même que la lumière matinale commençait à filtrer par les hautes fenêtres de l'église St. Mary Mead. Madame Sim Weatherby, qui se faisait un point d'honneur de composer les fleurs et de tailler les bougies avant chaque office dominical, avait été la première à remarquer qu'une bougie avait disparu. Non pas brûlée jusqu'à la base, mais simplement disparue. C'était le genre de choses qui faisait jaser à St. Mary Mead, où un livre de cantiques égarés pouvait susciter une semaine de spéculation. Mais là, c'était différent. La bougie manquante faisait partie de l'exposition commémorative du regretté colonel Redmayne, homme intègre, pensionné, amateur de cognac et, comme le nota Madame Price Ridley d'un ton sombre, veuve qui se console un peu trop vite. La veuve en question, Madame Clara Redmayne, était revenue à l'église ce matin-là, vêtue de velours noir et d'une petite broche en diamant qui brillait d'une lueur impénitente. Elle inclina la tête avec modestie, mais on sentait le regard collectif du village braqué sur elle. Lorsque le vicaire entonna le dernier cantique, la lumière du soleil frappa sa broche avec une telle intensité qu'elle fit scintiller l'éclat nerveux qui illuminait les doux yeux bleus de Miss Marple. Elle observa les doigts de la veuve s'agiter, comme pour compter quelque chose d'invisible. Après la cérémonie, un léger brouhaha s'éleva près de l'autel. Madame Weatherby, tremblante de curiosité, désigna du doigt le bougeoir vide. Il manquait une bougie, murmura-t-elle à qui voulait l'entendre. Celle la plus proche de la photo du colonel. Je le sais, car je l'ai polie moi-même. C'est de la superstition, dit le docteur Haydock, même s'il observait la scène avec un intérêt qui trahissait son ton. Quelqu'un a probablement fait du rangement. Miss Marple, un peu à l'écart, pencha la tête. Il est rare que les gens rangent sans laisser de questions, docteur, dit-elle doucement. Dans l'après-midi, la conversation avait fait des ravages sur la place du village. À la poste, Madame Hartnell parla d'un présage. Chez l'épicier, le jeune Tommy Rogers affirme que c'était la preuve d'un admirateur secret, peut-être quelqu'un qui ne supportait pas la tristesse de Clara. Seule la femme du vicaire, Madame Clément, tenta de faire entendre raison. On avait volé une bougie. Quelle absurdité, dit-elle, même si son regard trahissait un certain malaise. Pourtant, on se demande pourquoi quelqu'un voudrait la voir. Miss Marple sourit faiblement. Ses aiguilles, tricotées brillent aussi fidèlement que la broche ce matin-là. Les gens prennent de petites choses, murmura-t-elle, pour se rappeler ce qu'ils auraient aimé avoir. Ce soir-là, le village célébra ses vêpres des moissons. Les bancs brillaient d'oranges et de gerbes de maïs. Les enfants du chœur, les joues roses, s'agitaient sous le regard attentif de leur mère. Et dans l'allée centrale, près d'un panier de pommes, une bougie solitaire vacillait plus intensément que les autres, sa mèche noircie au bord. Lorsque les lumières s'éteignirent pour le chant de clôture, quelqu'un laissa échapper un cri de surprise. La bougie s'éteignit, s'embrasa et s'éteignit complètement, laissant derrière elle un filet de fumée qui montait vers le toit comme une question sans réponse. L'instant d'après, le vicaire poussa un cri horrifié, mi-incrédule. Madame Clara Redmayne s'était effondrée près du banc, la main tendue vers la flamme éteinte. Tandis que les gens se précipitent, Miss Marple ne bougea pas immédiatement. Elle se contenta d'observer la fumée mourante, la façon dont elle dérivait latéralement, comme si elle hésitait à partir. Dehors, les cloches du soir se mirent à sonner, leurs notes pures et indifférentes.
et dans cet air pur d'octobre, l'odeur de cire de bougie parut soudain âcre, presque accusatrice. L'air à l'extérieur de l'église Sainte-Marie-Mide embaumait encore un léger parfum de cire fondue et de confusion. Les villageois se rassemblent prudemment le long du chemin de gravier, la voix basse mais aiguisée par la curiosité. Au centre de la foule murmurante, Madame Price Ridley tenait son sac à main comme un bouclier et déclarait avec délectation que la veuve avait été pâle tout au long de la cérémonie, d'une pâleur anormale. Le docteur Haydock, le col de son manteau relevé pour se protéger de la fraîcheur du soir, était déjà penché sur la silhouette immobile sur le banc à l'intérieur. Le murmure anxieux du vicaire s'échappa par les portes ouvertes. Un évanouissement, c'est tout sûrement. C'est possible, dit Haydock, même s'il n'avait pas l'air convaincu. Mais je vais la ramener chez elle. Elle a eu un choc. Miss Marple restait dans l'ombre près du porche, l'air pensif plutôt qu'alarmé. Elle avait vu, juste avant l'effondrement, la légère crispation des doigts de la veuve, son regard vers la bougie éteinte. Quelque chose l'avait effrayée, certes, mais ce n'était pas soudain. C'était prévu. L'église se vidait lentement, avec l'atmosphère solennelle d'un théâtre après la tombée du rideau. Des voix s'élevaient dans le soir, conjectures, spéculations, fragments de scandale déguisés en inquiétude. Au coin du chemin, Madame Weatherby chuchota à Madame Hartnell. « Écoutez-moi bien, Clara Redmayne nous a caché quelque chose. Cette histoire avec le serment de son mari, tout le monde sait que ce n'était pas simple. » Madame Hartnell pinça les lèvres. « Et ses visiteurs de Londres. »« Nièce ou compagne ?» dit-elle. Mais la jeune femme avait l'allure d'une actrice. Trop de rouge à lèvres pour une parente endeuillée. Les lampadaires du chemin vacillaient un à un, leur lueur adoucissant les visages des commères jusqu'à ce qu'ils retrouvent un air presque bienveillant. Miss Marple pensait qu'il était toujours possible de ramener les apparences à la respectabilité. Lorsque la voiture du docteur Haydock démarra, la veuve à l'intérieur est toujours inconsciente, un mouchoir pressé contre les lèvres. L'épouse du pasteur suivit la voiture à pied pendant quelques pas avant de faire demi-tour, visiblement partagée entre son devoir chrétien et sa curiosité. Le lendemain matin, l'histoire s'était complexifiée, comme c'est souvent le cas dans les petits villages. Clara Redmayne, disait on, ne s'était pas évanouie, mais avait été prise d'une crise de nerfs. Certains jurent qu'elle avait crié un nom avant de s'effondrer. D'autres affirmaient qu'elle avait murmuré quelque chose à propos de la lumière qui s'était éteinte. Au petit déjeuner, Florence, la femme de chambre de Miss Marple, raconta ces détails avec une joie inconsciente, tout en servant du thé. « C'est dans tout le village, madame. Madame Price Ridley dit que la veuve a vu le fantôme de son mari dans la flamme de la bougie. »« Vraiment ?» répondit Miss Marple en beurrant ses tartines. « Alors, on peut s'attendre à ce que le colonel soit d'un naturel très travailleur. Il devra se présenter devant la moitié de la paroisse avant la fin de la semaine. » Elle écoutait, comme toujours, sans décourager les propos. La rumeur, avait-elle découvert, était une forme de vérité confuse, mais révélatrice. Sous chaque fioriture se cachait un grain de vérité, un regard, une pose que quelqu'un avait remarquée sans en connaître le sens. Tard ce matin-là, elle fait une petite promenade en direction du cottage Redmayne. Le chemin était bordé de feuilles mortes, leurs bords dorés ternis par la brume. Devant le portail, la gouvernante de la veuve, Madame Fallow, battit un tapis avec une force inutile. « Madame Redmayne ne reçoit pas de visiteurs, » dit-elle aussitôt, sans qu'on lui demande. « Je ne suis pas une visiteuse, » répondit Miss Marple d'un ton doux. « Simplement une amie du jardinier de feu, le colonel. Il disait toujours que la maison était pleine de courants d'air. Je me demandais si ses fenêtres étaient correctement fermées. » Madame Fallow hésita. « Elle se repose. Le médecin a donné des instructions strictes. »
J'en suis sûr, dit Miss Marple en jetant un coup d'œil au rideau tiré à l'étage. Le repos est meilleur quand on peut le faire. Mais le repos passe parfois par la paix de l'esprit, n'est-ce pas? Les bras de la gouvernante vacillèrent un instant. Il n'y a plus de paix ici depuis le décès du colonel, dit-elle doucement. Ni pour elle, ni pour personne d'autre. Une porte se ferma quelque part à l'intérieur. Le faible son d'une voix de femme suivit un fil frémissant, à mi-chemin entre prière et protestation. Miss Marple hocha poliment la tête et retourna vers la ruelle. Elle marchait lentement, son parapluie tapotant les pavés. Pour un œil non averti, elle semblait préoccupée par rien du tout. Mais pour ceux qui la connaissaient, le léger froncement de sourcils signifiait que son esprit triait, comparait, arrangeait. Elle avait déjà entendu ce ton avant une voix tremblante, non pas de chagrin, mais de culpabilité. Dans l'après-midi, le presbytère était en proie à une agitation continue. Madame Clément avait déjà adressé une note à l'évêque au sujet de cet épisode troublant et en rédigeait une autre pour le bulletin paroissial sous couvert de réflexion spirituelle. Le vicaire lui-même hésitait à annuler la messe du dimanche suivant. Miss Marple arriva juste au moment où le facteur partait. « Je pense, ma chère, dit-elle doucement, que le plus utile serait de garder l'église ouverte. L'obscurité est toujours plus propice aux méfaits que la lumière. » Le vicaire la regarda, avec un léger étonnement. « Vous croyez qu'il y a eu un méfait, Miss Marple ?» Elle sourit. « Je crois, dit-elle, que lorsque les gens racontent une multitude de petits mensonges, il se cache généralement quelque chose de plus grave. » Dehors, la lumière de l'après-midi s'estompe jusqu'au gris du vieil étain. Dans le cimetière, les feuilles mortes bougeaient avec inquiétude, soulevées par un souffle de vent chargé d'une légère odeur âcre de cire brûlée. Miss Marple s'arrêta devant la porte, les yeux levés vers la tour. Par la fenêtre ouverte, elle crut apercevoir la lueur d'une bougie encore allumée près de l'autel, depuis longtemps dépassée. Il a clignoté une fois, 2 fois, puis s'est stabilisé, comme si quelqu'un d'invisible se tenait à proximité pour le protéger du vent. La dernière lueur de l'église s'estompa dans le crépuscule, laissant l'unique bougie que Miss Marple avait remarquée briller faiblement à travers la fenêtre ouverte. Lorsqu'elle entra, l'air était encore chargé d'une légère et douce odeur de cire éteinte. La voix du vicaire résonna doucement dans la sacristie, où il verrouillait la plaque de l'église avec un soin inhabituel. Il a sursauté en la voyant. « Miss Marple, je croyais que tout le monde était rentré. Je trouve souvent les églises plus paisibles lorsqu'elles sont vides, a-t-elle-t-il. Et parfois, une fois tout le monde parti, elles ne sont pas aussi vides qu'on le pense. » Le vicaire cligna des yeux, incertain s'il s'agissait d'une métaphysique ou simplement d'une espièglerie. « Vous avez remarqué la bougie? Il semblerait qu'un d'entre eux ait survécu à votre service, » murmura Miss Marple en s'approchant. Curieux, puisqu'ils étaient tous censés être éteints. Madame Weatherby insiste sur le fait qu'elle a vérifié chaque pièce. Peut-être que la sécheresse a rallumé le feu. En général, les bougies ne se rallument pas toutes seules, Monsieur Clément, répondit-elle doucement en se penchant pour inspecter le petit bougeoir en laiton. À moins que quelqu'un ne le souhaite. Elle se redressa, le regard pensif. Et pourtant, comme cela paraît ordinaire, un petit geste passait inaperçu jusqu'à ce qu'il se reproduise. Il fronça les sourcils. « Tu crois qu'il y a du désordre, alors? Du vandalisme? » « Je pense, dit-elle doucement, qu'une personne qui touche des bougies commémoratives sans y être invitée est soit négligence, soit sentimentale. Les deux peuvent être dangereux si on y ajoute de la culpabilité. » Son regard s'attarda sur la balustrade de l'autel, où une légère trace de cendre marquait la pierre. Puis elle partit, ses pas doux comme des ailes de papillon dans la nef. Au matin, l'affaire avait déjà attiré l'attention de l'inspecteur Crail de Much Benham.
un homme grand et suffisant qui semblait trouver les mystères ruraux indignes de ses talents. Il arriva au cottage des Redmayne, un étui en cuir à la main et un sourire tolérant. « J'ai cru comprendre qu'il y a eu une scène à l'église, » dit-il à la femme du pasteur, qui rôdait anxieusement dans le salon. Madame Redmayne s'est évanouie, n'est-ce pas? On m'a dit qu'elle se reposait. Madame Clément hocha la tête, ajustant ses perles comme si ce geste pouvait la calmer. Le docteur Haydock est avec elle. Il insiste. C'était un choc, peut-être le stress. Voyez-vous, elle est sous tension depuis le décès du colonel. Le ton de l'inspecteur Crail était vif. Et la bougie manquante, cela n'a sûrement aucune importance. Il esquissa un léger sourire. Tout est important, madame, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. À ce moment-là, Miss Marple entra, l'air poli mais légèrement amusé. Quelle chance vous avez, inspecteur. Je trouve toujours plutôt réjouissant qu'un homme de loi s'intéresse aux affaires du village. Tant de gens les négligeant jusqu'à devenir incontrôlables. Crail lui fit un signe de tête superficiel. « Mrs. Marple, c'est ça? Vous étiez présente? » ?»« Oui, oui. » C'était une belle cérémonie jusqu'à ce que Madame Redmayne tombe malade. La bougie a fait grand bruit. Je suis sûr qu'elle sera oubliée à l'heure du thé. Son ton était si modeste que Crail remarqua à peine la précision de ses mots. Oubliant par qui, il se serait peut-être demandé s'il avait été plus réfléchi. Plus tard, Miss Marple rentre chez elle par le chemin, les feuilles humides craquant sous ses chaussures. D'une haie proche, elle entendit le doux murmure des voix de Madame Price Ridley et de Madame Hartnell, plongées dans de sérieuses réflexions. Croyez-moi, il ne lui a rien laissé. C'est pourquoi elle est si affligée. Tu ne lui as rien laissé? Mais elle vit confortablement. Les apparences, ma chère. Il y a toujours un codicille, ou pire, une autre femme. Et cette visiteuse de Londres, n'est-elle pas à la hauteur? Miss Marple sourit faiblement en passant devant eux, leur adressant un signe de tête polie. Les ragots, bien écoutés, avaient le don de décrire le paysage moral bien avant que les faits n'apparaissent. À son chalet, elle trouva un mot sous le pot à lait. Il venait du docteur Haydock. Clara Redmayne ne va pas bien. J'apprécierais votre visite si vous pouviez m'appeler demain. Il y a quelque chose d'étrange dans son comportement que je n'arrive pas à diagnostiquer. Miss Marple plia soigneusement le mot et le posa près de sa tasse de thé. Les mots « quelque chose d'étrange » méritaient toujours d'être entendus lorsqu'ils provenaient du docteur Haydock. Sa notion d'étrange faisait souvent référence au côté désordonné de l'âme humaine. Le lendemain après-midi, le médecin la reçoit dans le hall du cottage des Redmayne. La veuve était à l'étage, se reposant de nouveau, dit-il. J'ai pensé qu'elle apprécierait peut-être un visage familier à son réveil. Pauvre femme dans un état nerveux, évasif. Il demande sans cesse si quelqu'un est allé à l'église depuis hier soir. Miss Marple le suivit à l'étage. Les rideaux étaient à moitié tirés, laissant entrer un rayon de soleil qui fendit le sol comme une lame. Sur la coiffeuse reposait la broche en diamant que la veuve avait portée à l'église, désormais terne sans sa lumière. Clara Redmayne remua à l'entrée de Miss Marple. Ses yeux étaient entrecarquillés, cernés de légères marques d'insomnie. « On m'a dit que tout allait bien, » murmura-t-elle, « que ce n'était rien. » « Bien sûr, » dit doucement Miss Marple en approchant une chaise. « Parfois, on s'évanouit pour un rien, ou à cause de quelque chose dont on se dit qu'il n'a aucune importance. » Le regard de la veuve se porta vers la fenêtre. Ce n'était qu'une bougie. « Oui, ma chère. Juste une bougie. » Un silence, délicat comme une toile d'araignée. Puis la veuve murmura. « Mais quelqu'un l'a pris pour une raison. Je sais qui c'était. » Sa voix faiblit. Sa main tremblait vers sa gorge. Avant que Miss Marple puisse parler, on frappa violemment à la porte du rez-de-chaussée. Le son de l'autorité revient. L'inspecteur Crail, encore, murmura le docteur Haydock avec irritation. L'homme ne peut pas se permettre de se laisser faire.
Miss Marple resta assise, les yeux fixés sur le reflet de la veuve dans le miroir de la coiffeuse. Les lèvres de Clara avaient de nouveau bougé, formant peut-être un nom, mais aucun son n'en sortit. Seul un léger souffle embua la vitre devant elle. À ce moment-là, à cet instant, Miss Marple remarqua quelque chose d'étrange. Parmi les flacons de parfum et les gants pliés, se trouvait un petit récipient en laiton, identique à ceux utilisés à l'église. Son bord était recouvert d'une trace de cire pâle et récente. La faible lueur du porte-monnaie en laiton sembla glacer la petite chambre. Les doigts de Miss Marple, posés sur son sac à main, ne tremblaient pas, contrairement à l'air qui l'entourait. Le docteur Haydock se pencha en avant, les sourcils froncés. « Que fait-il ici ?» Le souffle de Madame Redmayne s'accéléra. « Je ne sais pas. Ce n'est pas le mien. »« Allons, » dit le docteur, moins doucement. « Vous devez le reconnaître. » Clara secoua la tête, son regard se portant vers la porte comme pour s'échapper. Quelqu'un l'avait apporté, peut-être la femme du pasteur, en arrivant avec les fleurs. Le regard de Miss Marple s'adoucit, sans pour autant quitter l'objet du regard. « Étrange qu'une chose aussi inoffensive se retrouve ici, ma chère. Les églises ne prêtent généralement pas leurs ornements. » Le sang-froid de la veuve vacilla. « Tu crois que je l'ai pris ? » « Je pense, dit gentiment Miss Marple, que le chagrin pousse les gens à s'accrocher aux plus petits souvenirs. Un fil, un bouton, même un bout de bougie fondue peuvent sembler un lien avec ce qui est perdu. » Clara poussa un léger cri et tourna le visage vers l'oreiller. Haydock fronça les sourcils, mais Miss Marple se leva doucement et lui fit signe de se diriger vers la porte. Dans le couloir, sa voix était basse, posée. « Elle a peur, docteur, non pas de ce qu'elle a fait, mais de ce qui pourrait suivre. » Haydock la regarda fixement. « Tu parles de chantage ? » Peut-être la conscience. Ils voyagent souvent ensemble. Quand l'inspecteur Crail arrive quelques instants plus tard, ses bottes résonnèrent sur le parquet avec une assurance officieuse. « Vous m'excuserez, docteur, mais je dois encore poser quelques questions à la dame. »« Elle n'est pas en état d'être interrogée, » rétorqua Haydock. Croyait le sourire imperturbable. « À moi d'en juger. » Il se tourna vers Miss Marple. « Vous étiez déjà là avant moi, je vois. On rassemble des preuves, hein. Ce ne sont que des impressions, dent-elle sereinement. Elles sont bien plus légères à porter. » Le regard de Crail suit le sien jusqu'à la coiffeuse. C'est donc ça, tout ce remue-ménage autour d'un chandelier. Il le ramassa d'une main gantée, examinant les résidus de cire. Rien de vraiment incriminant, n'importe qui aurait pu le rapporter. Tout à fait, approuvait Miss Marple. Quiconque aurait une raison de le déplacer. Le ton de l'inspecteur se durcit. Et quelle raison Madame Redmayne aurait-elle eue ? Oh, le chagrin prend des formes particulières, dit Miss Marple d'une voix presque absente. Certaines personnes gardent des lettres, d'autres allument des bougies qu'elles ne devraient pas. Crail la fixa du regard, puis rit brièvement. « Vous avez le don de tout rendre sinistre, Miss Marple. »« Seulement quand tout sera là, » répondit-elle en souriant. En fin d'après-midi, le village vibrait de conjectures. La veuve Redmayne avait été retrouvée, selon Madame Hartnell, mais c'était précisément ce qu'elle avait été retrouvée. Pour les propos varient selon les conversations. Certains prétendaient à un vol, d'autres murmuraient du poison. Chez l'épicier, le jeune Tommy Rogers jura avoir vu la visiteuse londonienne, Mademoiselle Dering, quittant le cottage en larmes. Madame Price Ridley, l'ayant interceptée, déclara qu'aucune nièce respectable ne viendrait lui rendre visite au crépuscule dans une automobile rouge. Pendant ce temps, Miss Marple tricotait assise à sa fenêtre, l'air pensif. Elle savait à quel type de véhicule Tommy faisait référence, une petite 2 places, bien trop rapide pour une route de village. Les gens comme Miss Dering conduisent rarement lentement, dans la vie comme en amour.
Quand Florence apporta son chocolat du soir, elle s'aventura. On dit que la nièce de la veuve du colonel se dispute avec elle. À propos d'argent, Miss Marple hocha la tête. L'argent a tendance à clarifier les émotions. Pensez-vous qu'elle a pris la bougie, madame? Oh, Florence, dit Miss Marple avec un léger sourire. On vole rarement des bougies pour leur lumière. Le plus souvent, c'est l'ombre qu'elles projettent qui intéresse les gens. Le lendemain matin, l'inspecteur Krell fit sa première déclaration officielle. L'affaire, bien que futile, était inquiétante. Une enquête discrète fut menée au domicile de Madame Redmayne, notamment sur les déplacements de sa compagne et de sa gouvernante. Madame Fallow, la gouvernante, était indignée. « J'ai gardé cette maison impeccable pendant 15 ans. Si vous cherchez de la poussière, inspecteur, il vous faudra apporter la vôtre. » Krell l'a ignoré. On l'a vu entrer dans l'église hier après-midi. « Bien sûr que oui. La femme du pasteur m'a envoyé chercher les fleurs après la cérémonie. Et le chandelier, je n'y ai jamais touché. J'ai assez de laiton à polir ici. » Son défi sonna si juste que même Krell hésita. Mais Miss Marple, assise près de l'âtre, remarqua sur la main gauche de la gouvernante une légère trace de cire encore accrochée sous un ongle, invisible à moins d'y regarder de très près. Lorsqu'ils partirent, elle dit doucement « C'est remarquable. N'est-ce pas, inspecteur, de voir à quel point les explications les plus simples dépendent souvent du fait d'avoir les mains propres ?» Il lui lança un regard en coin. « Tu crois que la servante ment? Je pense qu'elle est loyale, et la loyauté, lorsqu'elle est acculée, raconte de très jolis mensonges. » Ce soir-là, Miss Marple assiste seule aux vêpres. L'église sentait le cirage et une légère fumée. Un nouveau cierge trônait à la place de l'ancien, sa flamme constante et obéissante. Le vicaire lui fit un signe de tête depuis la chaire, reconnaissant de la présence d'un visage familier. Tandis que la chorale chantait, elle remarqua sa nièce londonienne se glisser discrètement sur le siège arrière, le regard perdu dans ses pensées. Mademoiselle Dering n'avait pas l'air d'une femme en deuil. Elle semblait s'exercer à l'innocence. À la fin du cantique, elle s'attarda, comme si elle attendait que le courage la rejoigne. Puis elle s'approcha de la balustrade de l'autel et s'agenouilla brièvement, trop brièvement, pour prier. Sa main gantée toucha quelque chose, sous la photo commémorative, et Miss Marple aperçut un infime reflet d'or entre ses doigts. Plus tard, alors que Miss Dering sortait dans la pénombre, le regard de Miss Marple la suivit, non pas d'un air accusateur, mais d'une curiosité discrète. Derrière elle, la bougie fraîchement posée crépita un instant, puis se stabilisa, comme si elle songeait à sa propre endurance. L'église devint silencieuse, à l'exception du faible écho des pas qui s'éloignaient sur le chemin, l'un pressé, l'autre patient. L'air extérieur de l'église portait une légère odeur humide de feuilles mortes et de fumée de bougies. Miss Marple descend lentement le chemin de gravier, les yeux fixés sur la silhouette indistincte de Miss Dering devant elle, nerveuse, le regardant fixement, comme effrayée par sa propre ombre. Arrivée au portail, la jeune femme chercha ses gants, en laissa tomber un, et le récupéra avec une hâte tremblante. Un détail curieux attira l'attention de Miss Marple. L'intérieur du gant était légèrement saupoudré de poudre d'or, un scintillement qui captait la lumière de la lampe avant de disparaître dans les plis de son manteau. Plus tard, alors qu'elle passait devant le porche, la femme du pasteur l'appela doucement depuis le porche. « C'est si gentil à vous d'être présente, mademoiselle Marple. Quel réconfort de revoir des visages familiers. » Miss Marple sourit. « Je trouve du réconfort là où il y a de la lumière, madame Clement. Et là où il y a de l'obscurité, eh bien, cela aussi a ses leçons. » La femme du pasteur hésita. « Vous ne croyez pas que cette histoire de bougie ait une signification désagréable, n'est-ce pas? L'inspecteur dit que ce ne sont que des ragots. » « Oh, ragots !»
murmura Miss Marple. Un mot bien futile pour quelque chose qui ressemble si souvent à une prophétie. Elle inclina poliment la tête et continua son chemin, ses pensées rythmant ses pas. Un porte-cuivre dans la chambre d'une veuve. Une trace de cire sur la main d'une servante. Une nièce, agenouillée là où elle n'avait aucune raison de l'être. Chaque détail, distinct, s'inscrivait pourtant dans un motif discret, celui qui ne signifiait rien, avant de tout signifier. Le lendemain matin, pâle et sans vent, le cimetière semblait respirer doucement dans son sommeil. À l'intérieur, Madame Weatherby arrangeait de nouveau des chrysanthèmes pour la cérémonie commémorative du colonel. Cependant, comme elle le disait à qui voulait l'entendre, la veuve n'avait donné aucune instruction, remarquez, mais il faut respecter les règles. Miss Marple entra discrètement, s'arrêtant près de la balustrade de l'autel. La nouvelle bougie, allumée depuis la veille, brûlait presque parfaitement, à l'exception d'une petite irrégularité près de sa base. Elle se pencha. Un léger trait sombre courait le long du bord en laiton, comme si une mèche y avait été enfoncée, puis retirée avant de se consumer. « Des courants d'air », dit Madame Weatherby en s'agitant à côté d'elle. Trop mauvais pour les bougies à cette époque de l'année. Impossible d'en maintenir une droite. Miss Marple sourit. Peut-être que les brouillons ont un but, comme nous tous. Elle effleura la rambarde de sa main gantée. Un éclat fin et scintillant s'accrochait à la poudre d'or, comme celui du gant de Mademoiselle Dering. Pas de la cire, mais un léger résidu de peinture dorée. Son regard se posa sur la photo du colonel, encadrée de chêne poli. Son bord brillait faiblement, là où une fine couche de dorure avait disparu. « Madame Weatherby, dit-elle doucement, avez-vous déjà remarqué que ce cadre avait été récemment retouché ?» La femme cligna des yeux. La veuve l'avait fait elle-même la semaine dernière, avant la cérémonie. Elle trouvait ça ennuyeux. Ah, comme c'est attentionné de sa part. Mais le regard de Miss Marple s'attarda plus longtemps que la politesse ne l'exigeait. Un cadre retouché, une tache de dorure, et peut-être une raison pour quelqu'un de retourner à l'église, de s'agenouiller non pas pour prier, mais par crainte que quelque chose d'oublié ne brille encore, là où il ne devrait pas. Dans l'après-midi, l'inspecteur avait entamé sa deuxième série d'interrogatoires, cette fois au presbytère. Le révérend Clément, mal à l'aise face à l'enquête officielle, continuait d'insister sur le fait que seul le bedeau détenait les clés de l'église. « Sauf, » intervint Madame Clément, quand Madame Redmayne en emprunte un pour s'entraîner à ses compositions florales. « Tu te souviens, ma chère ?» Le vicaire tousse faiblement. « Ah oui. » Silence. Creil leva brusquement les yeux. « Elle a emprunté une clé, n'est-ce pas ?» Quand ? Madame Clément fronça les sourcils. La veille des funérailles, je crois. Elle le rendit le lendemain matin. Miss Marple, assise tranquillement près de la fenêtre, remuait sa tasse de thé. Vous l'a-t-on rendue personnellement ? Oh non, dit Madame Clément. Je l'ai retrouvée sur la table de la sacristie plus tard. J'ai supposé que le bedeau l'avait récupérée. L'inspecteur a griffonné une note. On aurait donc pu pénétrer dans l'église à n'importe quel moment entre ces heures. Personne ne ferait une chose pareille, protesta le vicaire. Ici Sainte Mary Mead, inspecteur. Miss Marple toussa poliment. J'ai toujours trouvé, cher vicaire, que la tentation préfère les villages tranquilles. Il est tellement plus facile de passer inaperçu. Ce soir-là, alors que le brouillard s'épaississait sur la pelouse, Miss Marple se rendit au cabinet du docteur Haydock, sous prétexte de lui rendre un magazine emprunté. Il la reçut avec un amusement las. « Tu as été très occupée, Jane. Je devine toujours quand la moitié de mes patients parlent par énigme. Ils ne font que répéter leurs déclarations, dit-elle joyeusement. Quand la vérité approche, les gens mentent sans le savoir. » Il haussa un sourcil. « Tu as trouvé quelque chose, alors ?»
j'ai découvert que quelqu'un confondait souvenir et dissimulation. Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?»« Ce qui signifie, dit-elle en posant le magazine, qu'on ne peut pas peindre sur la culpabilité, pas plus qu'on ne peut l'adorer. Cela ne fait qu'attirer davantage de lumière. » Haydock eut un rire sec. « Vous allez mettre l'inspecteur en émoi si vous continuez comme ça. »« Mon Dieu, j'espère que non. Il est plutôt satisfait de son premier suspect. »« Et c'est qui ? » ?»« La personne la plus visiblement perturbée, ce qui n'est presque jamais la bonne. » Elle se leva pour partir, enroulant son châle avec une précision méticuleuse. Lorsqu'elle sortit, les lampadaires du chemin brûlèrent comme de minuscules yeux vacillants. De l'autre côté de la rue, les fenêtres du cottage Redmayne luisaient faiblement à travers la brume, comme si quelqu'un veillait à l'intérieur. Elle s'arrêta devant le portail. Un léger mouvement apparut derrière le rideau, une ombre se pencha, puis se retira rapidement. C'était peut-être la veuve, ou peut-être quelqu'un qui la surveillait. Au loin, la cloche de l'église émettait un son lent et incertain, son son englouti par le brouillard avant de pouvoir s'estomper complètement. Le son de la cloche s'estompant sembla suivre Miss Marple jusque chez elle, un écho ténu qui persistait même après qu'elle eût fermé le portail du jardin. À l'intérieur, son petit salon brillait de la lumière des lampes et du doux tic-tac de l'horloge. Elle déposa soigneusement son châle sur la chaise et se mit à tricoter, mais son regard, pour une fois, ne suivit pas les aiguilles. Quelqu'un avait surveillé la maison des Redmayne. Elle en était certaine, mais si ce regard était protecteur ou prédateur, elle n'en savait rien. La différence, avait-elle constaté au fil des ans, tenait généralement à l'intention plutôt qu'à l'action. On frappe peu avant 8 heures, sans que personne ne s'y presse. Florence ouvrit la porte et révéla Mademoiselle Dering, pâle et visiblement secouée, son manteau de voyage déboutonné malgré le froid. « S'il te plaît, » dit-elle à bout de souffle. « Je ne savais plus où aller. » Miss Marple fait un geste vers le fauteuil d'en face. « Le thé vous réconfortera plus que la panique, ma chère. Asseyez-vous. » La jeune femme obéit, ses mains gantées se tordant sur ses genoux. Tout a mal tourné. Je voulais seulement l'aider à garder son calme. Mais maintenant, ils disent des choses horribles. Polly Sauche, et cette femme de l'église, Madame Price Ridley, a fait allusion à un vol. Miss Marple sert le thé avec la grâce tranquille de quelqu'un qui a traversé des tempêtes bien plus terribles. « Voler est un mot tellement adaptable, » dit-elle. « On peut tout voler, du bibelot à la vérité. » Mademoiselle Dering tressaillit. Je n'avais jamais touché à ces choses dans l'église. J'étais juste allé voir. Je pensais que quelqu'un avait peut-être trafiqué la photo. Ma tante n'arrêtait pas de dire que le cadre était défectueux, que quelqu'un l'avait changé après les funérailles. « Tu l'as changé ?» Elle a dit que la dorure était plus brillante qu'avant. J'ai cru qu'elle imaginait des choses. Mais ensuite, j'ai trouvé ça. De son sac à main, elle sortit une petite enveloppe pliée en deux. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier rigide, légèrement parfumé, avec une empreinte d'encre partiellement effacée par l'humidité. Miss Marple l'examina à la lumière de la lampe. Les mots étaient incomplets, mais suggestifs. Ce n'est pas censé être vu. Brûle avant qu'elle ne le découvre. Elle le lui rendit doucement. Un fragment dangereux, ma chère. On brûle si rarement ce qu'on devrait. C'était derrière la photo, chuchota Mademoiselle Dering. Je crois que le colonel l'a laissé pour quelqu'un. Peut-être pas pour elle. Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Son esprit était déjà en ébullition, assemblant silencieusement les liens entre le cadre redoré, la bougie manquante, l'effondrement de la veuve. « Votre tante a-t-elle reconnu ce papier ?» Mademoiselle Dering hésita. Elle dit qu'il ne le tenait pas, mais elle devint toute blanche en le voyant. « Ah !» murmura Miss Marple, pas du tout surprise.
Une reconnaissance, peut-être. Avant que la jeune femme puisse répondre, un coup sec retentit à la porte. Florence apparut, inquiète. « Inspecteur Crail, madame. » Miss Marple hocha la tête sereinement. « Faites-le entrer. Nous sommes tous des amis de la vérité ici. » L'inspecteur entra dans un souffle d'air nocturne, son chapeau dégoulinant de la brume. Son ton était vif, mais teinté de satisfaction. « Bonsoir, mesdames. Je pensais vous trouver ici, mademoiselle Dering. Vous avez quitté la maison de la veuve assez brusquement. Il fallait que je m'en aille, dit-elle d'une voix tremblante. Elle l'accusa. « Vous accusez de quoi ? De prendre quelque chose qui n'était pas à moi. » Crail croisa les bras. « Et toi ?» Les yeux de mademoiselle Dering se remplissent de larmes. « Non. » L'inspecteur se tourna vers Miss Marple. « Vous avez encore rassemblé des preuves, je vois. »« Preuve est un mot bien sévère, » répondit Miss Marple. « Je préfère y voir le constat de ce qui ne cadre pas parfaitement avec le tableau. Tel que... » Elle sourit doucement. « Oh, une bougie supplémentaire, une retouche inutile, un morceau de papier qui refusait de brûler. Ce sont de petites choses, inspecteur, mais elles projettent une lumière particulière. » Crail fronça les sourcils. « Tu insinues que quelqu'un a caché des lettres dans des cadres d'église ? Seulement que quelqu'un souhaitait que le passé reste flou. Malheureusement, les bougies ont tendance à révéler plus de choses qu'on ne le souhaite. » Il la regarda avec suspicion, se demandant si elle se moquait de lui. Puis son expression se durcit. « Nous avons des raisons de croire que les finances du colonel n'étaient pas en ordre. Des dettes, une police d'assurance et un codicille qui pourraient défavoriser la veuve. » Miss Marple inclina la tête. « Quel inconvénient! La mort respecte rarement une comptabilité bien tenue. » Mademoiselle Dering se leva brusquement. « Vous pensez que ma tante l'a tué ?» Crail hésita. « Rien n'indique que cela soit encore possible, mais le vol de biens ecclésiastiques et la falsification de monuments commémoratifs ne sont pas non plus anodins. » La fille porta la main à sa bouche. « Elle est malade, inspecteur. Vous ne pouvez pas vouloir dire « il l'a interrompu ». On verra ce que disent les preuves. » Lorsqu'il partit, le silence qui suivit fut si épais qu'on entendit le feu s'apaiser. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent une fois, 2 fois, avant de s'immobiliser en plein vol. « Elle a peur, » dit enfin mademoiselle Dering. « Je ne comprends pas pourquoi. » Miss Marple la regarda par-dessus ses lunettes. « Parfois, ma chère, les innocents tremblent parce qu'ils connaissent les coupables. Et parfois, parce qu'ils les ont aidés, même avec la plus grande gentillesse. » Les yeux de la fille s'écarquillèrent. « Tu crois que je crois, » dit doucement Miss Marple, « que vous avez vu quelque chose d'important et que vous vous êtes peut-être trompé sur son sens. » Dehors, la brume s'épaississait jusqu'à ce que la lumière des lampadaires ne se réduise qu'à de simples halos dorés. Miss Marple observait depuis sa fenêtre l'ombre de l'inspecteur Cray, le défilé le long du chemin. Puis, soudain, une autre silhouette se détacha de la haie, une silhouette plus sombre qui s'avançait vers le cottage de Redmayne, avec un calme et une détermination irrésistibles. Elle se pencha en avant, les yeux légèrement plissés. Il y avait quelque chose d'étranglement gracieux dans ce mouvement, non pas furtif mais répété, comme une personne suivant un rituel. La silhouette s'arrêta à la porte, leva une main, et une étincelle très faible jaillit, un minuscule filament de lumière englouti presque aussitôt par le brouillard. Miss Marple resta assise, immobile. Au loin, un chien aboya, puis se tut. Elle prit son châle. « Florence, » dit-elle calmement, « veux-tu aller chercher mon manteau ? Je crois que je vais faire une petite promenade avant d'aller me coucher. » La brume s'épaississait autour des haies, tandis que Miss Marple s'engageait dans l'allée, son châle serré et le pas posé. Le brouillard étouffait le bruit, transformant chaque souffle en un pâle nuage. Quelque part devant, le léger grincement d'un loquet résonnait au portail de Redmayne.
Elle marque une pause, à moitié dissimulée par le sycomore qui encadrait son allée. La silhouette qu'elle avait aperçue n'était plus au portail, mais remontait le jardin vers la porte du cottage, une lanterne baissée, dont la lumière tremblait comme une pensée coupable. Le regard perçant de Miss Marple capta le battement d'un long manteau, le scintillement de boutons métalliques. Pas Crail, alors, trop mince, trop hésitant. Le loquet claqua. Un silence. Puis la porte s'ouvrit de l'intérieur. L'espace d'un instant, deux silhouettes se fondirent dans la brume jaune de l'embrasure de la porte. La silhouette élancée de la veuve et la silhouette plus sombre de l'autre. Aucun mot ne fut prononcé, seulement un bref silence, comme si chacun mesurait ce que l'autre savait. Puis la lumière s'éteignit, la porte se referma et la nuit engloutit à nouveau la maison. Miss Marple attendit encore une minute avant de retourner vers son portail. Elle avait appris qu'observer trop longtemps risquait d'être vu. Le village était une scène où il fallait savoir précisément quand sortir. Au matin, le brouillard s'était dissipé, mais laissait derrière lui une lourdeur qui s'accrochait à chaque vitre. Florence arriva le visage pâle, rapportant les ragots de la journée avant que le petit déjeuner ne refroidisse. « Ils ont trouvé quelque chose près de l'étang, madame. Derrière le cottage Redmayne. L'inspecteur est là. » Miss Marple posa sa tasse de thé avec une précision silencieuse. Vivante ou non? La bouche de Florence s'ouvrit, puis se referma. Ils ne dirent rien. Seulement qu'on avait envoyé chercher le docteur Haydock. Je vois. Alors on peut supposer le contraire. Mange ton pain grillé, Florence. Une demi-heure plus tard, Miss Marple se dirigea vers le cottage. Le village, déjà animé d'une curiosité morbide, s'était discrètement rassemblé le long du chemin. Quelques-uns faisaient semblant de cueillir des pommes ou d'étendre du linge, mais tous les regards se tournèrent en vers la porte de Redmayne. L'inspecteur Crail se tenait près du bord de l'étang, l'air sombre. Le docteur Haydock était accroupi à côté d'une silhouette à moitié submergée, recouverte d'un manteau. Miss Marple s'approcha doucement, son parapluie tapotant l'herbe humide. « Une matinée tragique, inspecteur. » Il se redressa. « Vous avez entendu, je vois. Madame Fallow, la gouvernante. Noyée. Ça a l'air accidentel, mais il fait un geste vague vers la berge. Aucun signe de lutte, et pourtant quelque chose cloche. Elle détestait cet étang. Elle ne s'en approchait pas après la tombée de la nuit, à ce qu'on dit. Le regard de Miss Marple suivait la surface de l'eau, immobile et sombre, troublée seulement par le reflet des saules au-dessus de sa tête. « On se noie rarement dans les endroits qu'on redoute, » murmura-t-elle. « On les évite trop soigneusement. » L'inspectrice grogna. Peut-être était-elle sortie chercher quelque chose. Elle l'a laissé tomber. Ou pour rendre quelque chose, dit doucement Miss Marple. Il lui lança un regard noir. « Qu'entends-tu par là ?» Mais elle se contenta de sourire et désigna du parapluie le bord de l'eau, où la boue portait une étrange empreinte circulaire, étroite, avec le vague contour d'une anse. Un pied de chandelier. Crail fronça les sourcils. Il aurait pu rouler hors de la maison, à travers 50 mètres d'herbe. Haydock se leva et s'essuya les mains. Morte par noyade, certes, mais avec peu d'eau dans les poumons. Ça aurait pu être une insuffisance cardiaque provoquée par un choc. Mais il y a ceci. Il brandit un mouchoir. Il y avait un petit fragment de bois doré, le bord carbonisé comme s'il avait été calciné, trouvé serré dans son poing. L'inspecteur fronça les sourcils. Que diable! Le regard de Miss Marple était lointain. Du cadre peut-être, ou de quelque chose qui était autrefois accroché près de lui. Le médecin se tourna vers elle. « Tu crois qu'elle est allée à l'église ?»« Je pense, » répondit Miss Marple, « que quelque chose l'a suivie jusqu'à chez elle. » Dans l'après-midi, le village avait décidé que la mort de Madame Fallow était une punition divine pour son ingérence dans les commémorations.
Madame Price Ridley répétait ce point de vue à tous ceux qui étaient à portée de voix, tandis que Madame Witherby se signalait chaque fois que le vent soufflait en direction de l'étang. Miss Marple, assise dans son salon avec l'inspecteur, écoutait son résumé des événements avec une attention modérée. Elle n'avait aucune raison de voler quoi que ce soit, insista Crail. Pas de dette, pas de secret, une servante dévouée. Oh, les serviteurs dévoués ont des secrets, inspecteur, dit doucement Miss Marple. Ils sont seulement meilleurs pour les dissimuler. Le dévouement peut dissimuler le ressentiment avec une grande finesse. Il n'avait pas l'air convaincu. Tu crois qu'elle a pris le chandelier puis paniqué? Je pense, dit Miss Marple, que quelqu'un l'a placé là où elle le trouverait et l'a effrayée au point de la réduire au silence. Crail soupira. On voit des motifs partout, Miss Marple. La réponse la plus simple est souvent la vérité. C'est vrai, dit-elle sereinement, mais la vérité la plus simple attend souvent que tout le monde se lasse des mauvaises. Ses aiguilles à tricoter claquaient doucement dans le silence qui suivait. Puis, elle leva les yeux. « As-tu pensé à la clé de la veuve? Et alors? Celui qu'elle avait emprunté avant les funérailles. Si elle en avait gardé un copiste, si quelqu'un d'autre dudit pouvait ouvrir plus que la porte de l'église. » L'inspecteur plissa les yeux. « Vous pensez que cela a un lien avec le testament du colonel? »« Je pense, dit-elle, que quelqu'un craignait qu'une lumière soit projetée là où elle n'était pas souhaitée. Ce soir-là, le vicaire est venu à l'improviste, le visage tiré. Je suis venu parce que, l'église était encore ouverte. J'ai trouvé la porte entr'ouverte il y a à peine une demi-heure. Est-ce que quelque chose a été pris? Rien de visible. Lui seul hésitait. La bougie près du mémorial était allumée. Une seule, et il n'y avait personne à l'intérieur. Miss Marple se leva lentement. Alors peut-être, cher vicaire, quelqu'un souhaite se confesser. À sa manière, il avait l'air déconcerté. Mais qui allumait une bougie pour un domestique? Le regard de Miss Marple s'adoucit. Pas pour elle, peut-être. Pour ce qu'elle en savait. Dehors, la cloche de l'église sonna 6 heures, son timbre inhabituellement creux. Miss Marple écoutait, son regard tourné vers la silhouette ombragée du clocher se découpant sur le ciel meurtri. Une seule lueur apparut dans la fenêtre de la sacristie, vacillante, incertaine, comme prise entre le défi et le repentir. La lueur du vitrail de la sacristie tremblait comme une pensée vivante. Miss Marple resta quelques instants dans le chemin, écoutant le silence inquiétant entre les coups de cloche. Puis, avec une résolution tranquille, elle remonta l'allée de l'église, ses pas murmurant sur le gravier humide. La porte céda facilement sous sa main. À l'intérieur, le léger parfum de cire de bougie et de vieilles pierres se mêlait à quelque chose de plus vif, peut-être poli, ou à la peur. La flamme unique sur l'autel projetait de longues ombres agitées sur la nef, donnant l'impression que les saints sculptés se penchaient pour observer. Près de la balustrade du chœur, quelqu'un bougea. Un bruit de respiration précipitée, un frottement de tissu. Miss Marple ne cria pas. Elle s'approcha simplement, d'une voix douce et bavarde. « C'est une soirée plutôt fraîche pour prier, n'est-ce pas ?» La silhouette se figea. Puis le visage de mademoiselle Dering apparut dans la lumière vacillante, pâle et tendue. « Je ne devrais pas être là, » murmura-t-elle, « mais je ne peux plus le supporter. Je la vois sans cesse, Madame Fallow, chaque fois que je ferme les yeux. » Miss Marple inclina la tête. La culpabilité et l'innocence ont toutes deux une imagination débordante. « Je ne lui ai pas fait de mal, » dit rapidement mademoiselle Dering. « Elle est venue me voir ce soir-là. Elle m'a dit qu'elle dirait tout si je ne l'arrêtais pas. J'ai cru qu'elle parlait du testament. » Je n'ai pas compris. Miss Marple s'approcha, le regard doux. « Alors, aidez-moi à comprendre. De quoi avait-elle peur?
Les doigts de la jeune fille tremblaient lorsqu'elle toucha le chandelier sur l'autel. Elle raconta que le colonel avait laissé un mot caché dans le cadre. Pas vraiment une confession, mais quelque chose qui pouvait ruiner quelqu'un. Elle refuse de dire qui. Juste que Madame Redmayne avait essayé de le brûler, sans succès. Échoué? Oui. Le papier ne tenait pas. Sa voix tremblait. Elle disait que c'était comme s'il ne voulait pas brûler. L'expression de Miss Marple resta inchangée, mais sa main, tenant son sac à tricot, se serra légèrement. Elle cacha donc la preuve, et quelqu'un craignit qu'elle ne la révèle. « J'ai essayé de prévenir l'inspecteur, » murmura mademoiselle Dering. « Mais il me prend pour une folle. Il dit que madame Fallow est tombée accidentellement. » Miss Marple poussa un léger soupir. Les hommes sont souvent confortés par les accidents. Ils arrangent le monde avec tant de facilité. Elle tendit la main et ajusta la bougie, dont la flamme se redressa docilement. « Dis-moi, ma chère, ta tante était-elle au courant pour le mot ? » ?»« Je crois. Elle a dit qu'elle l'avait détruit. Mais ensuite, elle a commencé à fermer sa chambre à clé la nuit. » Miss Marple sourit faiblement. « Une conscience coupable fait ça ou on en a peur ?» La jeune femme semblait au bord des larmes. « Tu la crois capable de ce qui est arrivé à madame Fallow ? » « Je pense qu'elle est capable d'aimer le colonel à sa manière, » dit doucement Miss Marple. « Et l'amour est parfois le plus beau déguisement de la haine. » La porte de la sacristie s'ouvrit brusquement, et les deux femmes se retournèrent. L'inspecteur Crail entra, le visage exprimait un triomphe exaspéré. « Je pensais vous trouver ici, » dit-il. « La curiosité est une habitude dangereuse, Miss Marple. Et vous, Miss Dering, vous avez le don d'être là où les ennuis se préparent. » Elle était en train d'avouer, dit Miss Marple d'une voix douce. Crail fronça les sourcils. « Avouer quoi ? À la confusion surtout. C'est très courant chez ceux qui ont la conscience tranquille. » Il lui lança un regard noir. « Tu crois que j'ai raté quelque chose ? N'est-ce pas ? » Oh, je n'aimerais pas le dire. Seulement, on apprend plus en observant ceux qui ont peur du noir qu'en mesurant la cire d'une bougie. Crail grogna. « Si tu parles de la veuve, je fais déjà vérifier ses allées et venues. Sa femme de chambre jure qu'elle n'a pas quitté la maison cette nuit-là. Comme elle est loyale, dit Miss Marple, et son ton était si serein que Crail manqua complètement l'ironie. Il se tourna vers mademoiselle Dering. « Vous viendrez à la gare demain matin, mademoiselle. C'est la routine. » Lorsqu'il partit, le bruit de ses bottes résonna dans l'allée comme une plaidoirie. Mademoiselle Dering s'affala contre un banc. « Il ne croit pas un mot de ce que je dis. Il croit au confort, » répondit Miss Marple. « Mais le confort est souvent l'ennemi de la vérité. » Elle leva les yeux vers l'autel. Voyez-vous la flamme de la bougie, comme elle se stabilise quand on s'arrête de s'en approcher ? C'est ainsi que se comporte la vérité. Le silence le montre le mieux. Mademoiselle Dering déglutit difficilement. « Que vas-tu faire ?»« Appelez un peu de calme, » dit Miss Marple. « Et voyez qui peut le supporter. » L'après-midi suivant apporta un calme trompeur. Le soleil perçait faiblement les nuages, transformant les flaques d'eau en miroirs. Miss Marple se rendit au presbytère sous prétexte d'apporter des feuilles de cantique, mais son véritable objectif était plus discret. Elle demanda à Madame Clément de rassembler quelques assistants paroissiaux, Madame Witherby, Madame Hartnell, et, si possible, la veuve elle-même. Un bref mot à la sacristie concernant la cérémonie commémorative à venir, dit-elle, son sourire éclatant comme de l'argent poli. Au crépuscule, elles avaient rassemblé 4 femmes, leur bavardage brouillé par la curiosité. Le vicaire, incertain mais obéissant à la douce autorité de Miss Marple, s'occupait d'ajuster les livres de cantiques. Pendant qu'ils attendaient, Miss Marple déposa 3 chandeliers sur l'autel, chacun fraîchement poli. « Nous les allumons pour vous guider, » dit-elle. Le colonel appréciait toujours l'ordre. Quand les flammes furent instables, elle se retourna, le regard doux.
C'est curieux que ces bougies brûlent différemment, n'est-ce pas? L'une droite, l'autre agitée et l'autre coulante. Madame Hartnell renifla. Ce sont les courants d'air. Peut-être, dit Miss Marple. Mais j'ai constaté que les courants d'air s'échappaient souvent des lèvres humaines. Elle fixa Clara Redmayne du regard. Tu as dit un jour, ma chère, que la lumière s'était éteinte. Tu t'en souviens? Les doigts de la veuve se crispèrent sur son mouchoir. J'étais malade. Je ne me souviens pas de grand-chose. Bien sûr, la maladie fait ça. Mais parfois, c'est la santé qui nous le fait oublier. La veuve vacillait légèrement, et la bougie qui coulait flamboyait haut, comme si elle cherchait de l'air. Madame Wetherby claqua la langue. Bon sang, ça dégouline partout. Miss Marple ne bougea pas. La cire coule souvent lorsqu'elle est proche de la vérité. Allons voir jusqu'où elle parcourt avant de refroidir. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le sifflement de la flamme. Puis la veuve donna un petit bruit étranglé et elle pressa une main contre sa bouche. Miss Marple l'observait en silence. Voilà, ma chère, le silence est tellement révélateur. Le cri de la veuve résonna dans l'air, faible et rauque, contre les murs résonnants. Personne ne bougea un instant. Seul le frémissement de la flamme de la bougie, vacillant comme si elle avait été surprise par le bruit. Puis Madame Clément, toujours en berger moral, posa une main sur le bras de Clara Redmayne. « Ma chère, tu devrais peut-être t'asseoir? Tu trembles. »« Je ne suis pas malade, » dit Clara d'une voix faible, bien que ses lèvres fussent exsangues. « C'est la fumée qui vous monte à la tête. » Miss Marple la regarda avec douceur. La fumée peut être très gênante quand on veut passer inaperçu. Le regard de la veuve se porta sur les bougies. « Tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai rien fait de mal. Personne n'a dit que tu l'avais fait, ma chère, » murmura Miss Marple. « Mais parfois, une bougie brûle là où elle ne devrait pas, et les gens s'en méprennent. » La main de la veuve serra son mouchoir. La dentelle se déchira dans un léger bruit. « Vous pensez que je l'ai tué ?» murmura-t-elle. « Madame Follow, je crois, » dit Miss Marple doucement, « que tu as allumé quelque chose que tu n'as pas pu éteindre. » Le vicaire, alarmé par la tension qu'il ne pouvait ni nommer ni maîtriser, s'éclaircit la gorge. « Peut-être devrions-nous conclure notre discussion? Cette atmosphère, eh bien, elle n'est pas convenable. » Mais Madame Wetherby n'était pas prête à partir. Ses yeux brillaient d'une satisfaction indicible. « S'il y a quelque chose à avouer, mieux vaut que ça sorte ici que dans les journaux. Nous avons tous vu comment vous avez agi depuis la mort du colonel. »« Silence !» s'écria la veuve, avec un éclair de colère qui l'avait autrefois fait admirer et craindre à parts égales. Miss Marple intervint doucement. « Allons, allons, hein, il ne faut pas confondre méchanceté et vérité. Leur ton est tellement similaire. » Ces paroles calmèrent la pièce. Seule la cire qui coulait marquait le passage des secondes. Puis Miss Marple se pencha, le regard pensif. « Voyez-vous, ma chère Madame Redmayne, le feu est la chose la plus révélatrice. Il brûle les fausses couleurs. Même la dorure ternit lorsqu'on la tient trop près de la flamme. » L'expression de la veuve changea. Quelque chose la traversa, trop rapide pour être exprimée. Elle se leva brusquement. « Je ne peux pas rester ici, » dit-elle. « Je ne veux pas être interrogée comme une criminelle. » Le vicaire s'apprêtait à l'arrêter, mais la main de Miss Marple se leva légèrement. « Laissez-la partir, révérend. La confession survient quand le cœur se lasse du silence. On ne peut la forcer. » Clara sortit précipitamment de la sacristie, ses talons résonnant violemment dans l'allée. La porte claqua derrière elle, et le bruit sembla anéantir l'instant. Dehors, le crépuscule était de nouveau tombé, bleu-gris et vigilant. Les femmes se dispersèrent, inquiètes. Madame Wetherby murmura des paroles scandaleuses. Madame Clément serrait son livre de prières contre lui comme s'il risquait d'effacer la mémoire.
Seule Miss Marple resta sur place, éteignant les bougies une à une. Lorsque la dernière flamme s'éteignit, une fine volute de fumée s'éleva dans l'air, se déformant avant de disparaître. Elle l'observa avec une légère curiosité. La fumée, comme les ragots, ne s'élève jamais en ligne droite. Plus tard dans la soirée, l'inspecteur Crail arrive au cottage de Miss Marple, las et impatient. « J'en ai assez de ces démonstrations », dit-il, debout, raide devant son foyer. L'hystérie de la veuve laisse à nouveau entendre qu'elle est suivie. Domestique parti, nièce enfuie à Londres. Vous allez me dire que tout cela fait partie de votre théorie. Miss Marple leva les yeux de son tricot. Ce n'était pas une théorie, inspecteur. Simplement une peur d'observation qui arrive souvent tard, quand on reconnaît enfin le schéma de ses propres actions. Modèle ? La première bougie a été prise pour le sentiment. La deuxième, allumée par la culpabilité. La troisième, allumée par désir d'être perçue comme dévote. Crail fronça les sourcils. Tu veux dire que la veuve met en scène ses remords? Elle pense peut-être que c'est du repentir, dit Miss Marple d'un ton doux. C'est une erreur courante. Il renifla. Toi et tes bougies. C'est un meurtre, pas un sermon. Elle sourit. Meurtre et sermon dépendent tous deux du mobile, inspecteur. La seule différence réside dans la personne qui écoute. Il secoua la tête, à moitié amusé malgré lui. Tout le monde soupçonne maintenant la nièce, la veuve, et même le pauvre docteur. Docteur. Hey Doc, il est venu chez les Redmayne ce soir-là. Il prétend que c'était pour calmer ses nerfs. Mais la femme de chambre l'a vu partir bien après minuit. Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent. Quelle diligence de sa part! Mais la nervosité, vous savez, peut être contagieuse. Il faut faire attention à ne pas l'attraper. Le lendemain matin, un étrange silence régnait sur St. Mary Mead. Même les oiseaux semblaient plus calmes. La rumeur se répandit que l'église avait été à nouveau envahie pendant la nuit. La porte de la sacristie ouverte, une fine traînée de cire reliant l'autel au mémorial du colonel. Miss Marple arriva avant l'inspecteur, d'un pas doux mais déterminé. Elle examina le support en laiton récemment poli et la faible empreinte d'une main gantée près du cadre. Une trace de cendre recouvre la pierre en dessous, trop fine pour de la suie de bougie. Du papier brûlé. Elle s'agenouilla, effleurant délicatement le papier de ses doigts. Les cendres s'émiettèrent, mais en dessous reposait quelque chose à moitié intact, un coin de papier déchiré, au bord noirci. Seuls quelques mots survécurent. La lumière le montrera. Pardonnez-moi. Lorsque Crail entra, elle se tenait près de la fenêtre, le fragment soigneusement plié dans sa main. Encore une affaire de bougie, je suppose, dit-il sèchement. En effet, répondit-elle, bien que celui-ci semble avoir brûlé une conscience plutôt que de la cire. Il prit le papier en fronçant les sourcils. Tu crois que c'est lié au colonel? Je pense que c'est lié à la personne qui croyait que le colonel avait encore quelque chose à révéler. Il poussa un soupir de frustration. Lequel? Ils font tous semblant d'être coupables. Miss Marple sourit faiblement. C'est là toute la difficulté de la vérité, inspecteur, qui rend les innocents si incommodes. Dehors, la lumière matinale perçait les vitraux, projetant des fragments rouges et dorés sur le sol. Une tache se posa brièvement sur la photographie du colonel Redmayne, projetant un éclat sur son corps soigneusement poli. Et là, coincée entre le scintillement et l'ombre, Miss Marple remarqua quelque chose qu'elle avait déjà remarqué auparavant. Une fine fissure qui courait le long du bord du cadre, formée non pas par accident, mais par la chaleur. Elle le toucha légèrement, comme pour saluer une vieille connaissance. Ainsi, murmura-t-elle, même le meilleur vernis ne peut réparer ce qui est déjà brûlé. La légère fissure sur le cadre doré du colonel reflétait la lumière matinale, telle une cicatrice qui ne voulait pas cicatriser. Miss Marple retira sa main, le regard pensif, tandis que le vicaire la rejoignait près du mémorial.
C'est étrange, dit-il doucement. J'aurais juré que ce cadre avait été verni la semaine dernière. C'est la veuve elle-même qui l'a apporté. La voix de Miss Marple était douce. Elle semblait très attentive, surtout aux objets qui la mettent en valeur. Le vicaire cligna des yeux. « Tu crois que c'est le cas ?»« Oh non, interrompit-elle doucement. Je crois qu'elle comprend que les apparences demandent à être entretenues. Un principe qui ne se limite pas aux meubles. » Avant qu'il puisse répondre, la porte de l'église grinça. Clara Redmayne entra, voilée et fragile, comme un portrait qui s'estompe. La vue de l'inspecteur près du cœur la fit hésiter. « Vous n'avez pas le droit de m'appeler sans cesse ici, » dit-elle à voix basse. « J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. » Le ton de Crail était là, mais ferme. « Alors, vous n'aurez aucune objection à répondre à quelques questions supplémentaires, madame. » Miss Marple recula, l'air poliment neutre. Mais en elle, la pensée avançait doucement, comme un chat avant de bondir. Les mains gantées de la veuve tremblaient face à l'inspecteur. « Vous m'avez déjà accusé de vol, puis de tromperie. Et ensuite, un meurtre ? » « Personne ne t'accuse de quoi que ce soit, » répondit Crail. « Mais quelqu'un est entré dans cette église hier soir et a brûlé quelque chose sur le monument. Saurais-tu quoi par hasard ?» Elle tressaillit à peine, mais cela suffisait. « Je ne viens pas ici après la tombée de la nuit. Alors peut-être expliquerez-vous pourquoi vos empreintes ont été retrouvées près de la porte de la sacristie. » Ses yeux brillèrent derrière le voile. « Tu te trompes. Vraiment. » Le docteur Haydock a confirmé la pointure. « Des bottes pour femme. Cher. » Elle se détend, la voix tremblante. « Je suis juste venu prier. J'ai allumé une bougie. » La voix de Miss Marple s'éleva doucement à travers la tension. « Ah oui. On se sent toujours obligé d'allumer quelque chose quand on ne peut pas affronter l'obscurité. » La veuve se retourna vers elle. « Tu veux m'humilier ?»« Pas du tout, » dit Miss Marple sereinement. « Je constate simplement que le feu réconforte certains et en condamne d'autres. » L'atmosphère s'épaissit. Crail, mal à l'aise face à la morale, changea de position. « Ne transformons pas cela en poésie, Miss Marple. Soit elle brûlait ce billet, soit elle ne le brûlait pas. »« Non !» s'écria Clara. « Je suis venue parce que j'ai vu quelqu'un devant ma fenêtre la nuit dernière. Quelqu'un avec une lanterne. Je l'ai suivi jusqu'ici. C'est tout. Et vous avez pensé à allumer une bougie en poursuivant un rôdeur ?» Elle hésita. Il lui semblait juste de tenir l'obscurité à distance. L'inspecteur gémit doucement. « Vous me pardonnerez si je préfère les preuves à la superstition. » Miss Marple sourit faiblement. « La superstition, inspecteur, n'est qu'une forme rudimentaire de la logique. Elle perçoit le schéma, mais lui donne un nom erroné. » Elle se tourna vers le mémorial, ses doigts effleurant à nouveau le cadre. Ce pauvre colonel semble avoir éclairé bien des consciences. La veuve émit un son mi-sanglotant, mi-protestant. Il aurait dû se taire. Même mort, il devait avoir le dernier mot. C'était, pensa Miss Marple, la première chose honnête que Clara Redmayne disait depuis des jours. Dans l'après-midi, la pluie commença à tomber. Une bruine lente et persistante qui brouille les contours des chaumières et transformait le cimetière en un miroir gris. Miss Marple rentra chez elle sous son parapluie, pensant aux flammes et aux reflets, à ceux qui allumaient des bougies non pas par dévotion, mais pour se distraire. Florence l'accueillit à la porte, troublée. « Le docteur Haydock attend au salon, madame. Il dit que c'est important. » À l'intérieur, le docteur se tenait près du feu, son chapeau ruisselant de pluie. Il paraissait fatigué, un peu plus âgé. « Jane, cette situation a des conséquences désastreuses pour tout le village. Ils se retournent les uns contre les autres comme des poules dans la tempête. Miss Marple retire ses gants. La peur le fait toujours. C'est terriblement démocratique. » Il soupira. « Tu as vu la veuve ?
Elle est malade. Et maintenant, elle raconte des bêtises et prétend recevoir des lettres de son mari. Cachet de la poste introuvable. Courrier? Oui, 3 au total. Écrit de sa main, du moins c'est ce qu'elle dit. Je n'en ai vu qu'un. Il semblait authentique, même si l'encre était étrangement fraîche. Comme c'est curieux, murmura Miss Marple, et aucun d'eux ne parle de pardon, j'imagine? Il fronça les sourcils. Non. Celui que j'ai lu disait « On ne peut pas enterrer la lumière. Elle est convaincue que c'est un message venu de l'au-delà. » Miss Marple regarda vers la fenêtre, où le reflet du jardin mouillé par la pluie scintillait comme du verre mouvant. Ou peut-être de bien plus près qu'elle ne le pensait. Le médecin suivit son regard. « Vous avez quelque chose en tête. Seulement, les fantômes écrivent rarement leurs propres lettres. Docteur, ils emploient généralement des vivants pour ce service. » Il expira brusquement. « Tu crois que quelqu'un la tourmente? Peut-être. Ou l'a sauvée. La différence dépend de ce que ces lettres cachent. » Cette nuit-là, l'orage s'intensifia. Des éclairs zébrèrent l'horizon, suivis de longs grondements de tonnerre. Miss Marple resta assise, éveillée, le journal plié à côté d'elle, ses pensées rangées avec une précision irréprochable. Chaque fil, la mort de Madame Fallow, le mot brûlé, le cadre redoré, les lettres anonymes, formaient un motif à la fois moral et délibéré. Quelqu'un avait transformé le remords en rituel, la culpabilité en dévotion. On frappa doucement à sa porte. La voix effrayée de Florence suit. « Madame, il y a quelqu'un dehors. » Près du portail. Miss Marple se leva, enroulant son châle autour de ses épaules. À travers le rideau de dentelle, elle aperçut la faible lueur d'une lanterne se dirigeant vers la ruelle, une lueur vacillante qui s'arrêta, puis se dirigea brusquement vers le cimetière. Elle se tourna vers Florence. « Ferme la porte à clé, ma chère, et baisse la lampe. » Puis, prenant son parapluie et une petite torche, elle s'avança sous la pluie. Le vent fouettait les haies, apportant avec lui une odeur de terre humide et de fumée de bougie, celle qui colle à la laine longtemps après l'extinction de la flamme. Lorsqu'elle atteignit le chemin de l'église, la lueur de la lanterne avait disparu. Mais la porte était de nouveau entr'ouverte, oscillant légèrement au vent. À l'intérieur, l'air était chaud, d'une chaleur inattendue. Sur l'autel, une bougie flamboyait avec intensité, sa flamme anormalement haute. À côté, quelque chose scintillait dans l'enveloppe légèrement déchirée, à moitié brûlée, l'écriture étant incontestablement celle du colonel Redmayne. L'expression de Miss Marple ne changea pas. Elle ferma son parapluie et s'approcha de l'autel, les yeux fixés non sur la lettre, mais sur le faible reflet dans le support en laiton poli d'une silhouette derrière elle, immobile, l'observant. Le reflet dans le support en laiton resta immobile un instant, juste assez pour que Miss Marple perçoive un contrôle délibéré. Sa main resta immobile, mais son esprit, toujours aussi vif, observa ce que la faible courbe du reflet impliquait, non pas un homme de grande taille, comme elle s'y attendait à moitié, mais une silhouette plus petite et plus gracile, debout dans l'allée. La flamme de la bougie tremblait sous le courant d'air, projetant sa lumière latéralement. Puis la silhouette prit la parole. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » Miss Marple se retourna lentement. Madame Redmayne se tenait près du banc du fond, le voile enlevé, le visage pâle et étrangement serein. Ses cheveux mouillés lui collent aux tempes. La pluie avait assombri sa cape, qui pendait comme un linceul de deuil. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « toi et moi semblons destinés à nous rencontrer chaque fois que les lumières de l'église brûlent. » Le regard de Clara se porta sur l'autel. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je suis venue pour mettre fin à tout ça, pour arrêter tout ça. » « Finir quoi, précisément ?» La veuve fait un pas hésitant. « Il ne me laissera pas tranquille. Les lettres, la lueur des bougies, la culpabilité. »
J'ai tout fait comme il fallait, tout ce que j'attendais. Mais il ne restera pas silencieux. Le ton de Miss Marple reste doux, presque conversationnel. Vous voulez parler du colonel ? Clara hocha brusquement la tête. Oui. Il avait tout écrit, la vérité à son sujet, à propos de cette femme, Madame Fallow, a trouvé le mot, et sa voix s'est brisée. J'ai pensé que si je le brûlais, il mourrait avec lui. Mais tu ne pouvais pas le laisser brûler, n'est-ce pas ? Non, murmura Clara. Je ne pouvais pas. C'était son écriture. Je l'ai regardé onduler dans les flammes, puis je l'ai conservé. Juste un coin, assez pour me souvenir. Il avait écrit « On ne peut pas enterrer la lumière ». Et il avait raison. J'ai essayé, mais ça a fini par revenir. C'est toujours le cas. Miss Marple la regarda en silence. Puis on commença à recevoir des lettres écrites de la même main. Oui, Clara serrait les mains. Chaque semaine, et chaque semaine, la bougie brûlait plus fort. Au début, j'ai cru perdre la tête. Puis j'ai compris que c'était une punition. Un léger bruit résonna derrière eux, le grincement de la porte sous la pression de la tempête. Miss Marple se tourna légèrement, son regard se portant vers le mouvement. « Je ne pense pas que les morts se préoccupent des frais de port, Madame Redmayne, » dit-elle doucement. « Ceux qui ont écrit ces lettres souhaitaient votre repentir, pas votre ruine. Peut-être ne s'attendaient-ils pas à ce que cela vous mène au désespoir. » Les yeux de la veuve s'écarquillèrent. « Tu parles de quelqu'un de vivant, en vie et essayant de réparer un tort. Madame Fallow était loyale, certes, mais la loyauté peut s'altérer quand la vérité était née. Je pense qu'elle a trouvé ce mot et qu'elle voulait le montrer. Quelqu'un l'en a empêché. »« Non !» s'écria Clara. « Je ne l'ai jamais touchée. Elle est venue cette nuit-là. Je me souviens qu'elle a frappé, disant qu'elle dirait tout à l'inspecteur si je n'avais pas. J'ai couru dans le jardin. Elle m'a suivi, puis elle a hésité, se pressant la tempe. Il y a eu de la lumière, puis son cri, et j'ai couru à l'intérieur. Quand j'ai regardé à nouveau, elle avait disparu. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Peut-être avait-elle glissé, ou peut-être avait-on aidé sa chute. Mais la peur, ma chère, peut ressembler à de la culpabilité lorsqu'on la voit reflétée. Une rafale soudaine souffla par la porte ouverte, dispersant la flamme de la bougie en formes incontrôlables, avant qu'elle ne se stabilise. Derrière eux, une autre voix rompt le silence. Je ne voulais pas lui faire de mal. L'inspecteur Crail surgit de l'ombre près des stalles du chœur, le visage figé, mais la voix tremblante. Elle est venue me voir cette nuit-là, Madame Fallow. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé quelque chose qui prouvait un faux. Je lui ai dit d'attendre le matin. Mais elle est retournée au cottage. Quand j'ai appris qu'elle s'était noyée, il s'est arrêté, la mâchoire serrée. Miss Marple le regarda avec bienveillance, comme pour saluer une vérité attendue depuis longtemps. Et c'est ainsi que vous avez envoyé les lettres. Il eut un petit rire amer. Pour l'effrayer, oui. Pas pour la tuer. Je pensais que si elle avouait, l'affaire pourrait se terminer tranquillement. Je ne voulais pas de scandale. Le colonel avait falsifié le codicille il y a des années et transféré l'assurance au nom de sa femme. Fallow l'a découvert. Je pensais pouvoir faire entendre raison à la veuve, lui faire admettre ses torts avant que la vérité éclate. Et au lieu de cela, dit doucement Miss Marple, vous n'avez fait qu'approfondir le mensonge. Le regard de l'inspecteur se posa sur la bougie. Elle n'aurait jamais dû se noyer. Rares sont ceux qui le sont, dit Miss Marple. La mort a le don d'être ponctuelle quand la culpabilité a déjà pris rendez-vous. La pluie s'abattait plus violemment sur les vitraux. Clara restait immobile, les yeux fixés sur la bougie. Tu vois ? Même s'il admet la lumière, la culpabilité, ce n'était pas seulement moi. Miss Marple lui toucha doucement le bras. Non, ma chère, c'était de vous tous, chacun à votre manière. La tromperie du colonel, le silence de l'inspecteur, votre peur, chacun de vous a entretenu la flamme. La voix de Clara tremblait. Et maintenant ?
Maintenant, dit Miss Marple, il s'éteint tout seul. Elle s'avança et pinça la flamme de la bougie entre ses doigts. Un léger sifflement, une fine volute de fumée, et l'église plongea dans une obscurité presque clémente. À l'aube, la pluie avait cessé. Le cimetière scintillait sous un ciel pâle, les pierres tombales nettoyées. Miss Marple rentre chez elle à pas lents, les chaussures humides de rosée, les pensées calmes. Devant son portail, elle s'arrêta. Florence était déjà à la fenêtre, tirant le rideau, le visage anxieux. « Très bien, Florence », appela doucement Miss Marple. « L'orage est terminé. » Et pourtant, alors qu'elle regardait vers le clocher de l'église, un seul filet de fumée s'échappait encore de la fenêtre ouverte de la sacristie, s'élevant vers le haut comme une pensée qui refusait de disparaître complètement.